Fly, épisode 19, épisode qui commence plus relax que d'habitude. À mes côtés, Ça fait presque une demi-heure qu'on jase. Godefroy Lorando, Bonjour Fred. Simon Jourdouin Bonjour! et Larry Dufresne derrière la console. Épisode, en fait, il est différent parce que j'ai déjà fait l'entrevue qu'on va entendre plus tard avec Patrice Dubois, le metteur en scène et comédien, et Alexandre Castonguay pour la pièce Courir l'Amérique qui va être au Katsu à partir du 3 mars. Donc, on va jaser ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va vous entendre dans vos fabuleuses chroniques. Simon, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu dans un épisode montréalais. Absolument, vous êtes sur la route avec nous. Ben oui. Ben écoutez, vous savez, c'est toujours faire un peu un voyage de venir vous visiter. Je me sens touriste. Je sais pas trop comment prendre ça, mais merci. Vous êtes des paysans. Ah, mais mon Dieu. Ça a été trop long, Simon. Oui. Ouais, ben là, on va en faire de la route. Oui, là. oui, beaucoup. Ça, on a quelques rendez-vous. Oui. Mais oui, tout à fait. Puis en plus, là, il y avait une histoire qui Ouais. m'intéressait. Là, que j'avais envie Et c'est intéressant parce qu'on n'en a pas parlé à la balado parce que cette polémique s'est sortie pas mal vendredi dernier. On avait déjà enregistré l'épisode 18. C'est l'affaire, on peut l'appeler comme ça, l'affaire Daniel Weinstock. Oui, ce professeur d'université que j'ai eu comme professeur, je dois vous le dire. En plus, moi, je l'ai eu alors que j'étudiais la philosophie à l'Université de Montréal. C'est ma foi, ça fait 20 Au début des années 90. Ben oui, Je me demande si je l'ai pas déjà eu, moi aussi, quand j'étais. Il était lui-même, je crois, chargé de cours ou post-doctorant à l'époque. Ah. Aujourd'hui, il est à la faculté de droit de l'Université McGill. Mais donc, toute cette histoire qui implique, comment dire, le professeur de philosophie, le chroniqueur et le ministre, Oui. peut-être un peu après le bon, la brute et le truand, on pourra tourner le western. J'ai réagi sur cette histoire-là un peu plus fortement qu'à mon habitude sur les médias vrai, ça. sociaux et dans une chronique sur une autre chaîne. Mais depuis ce temps-là, il y a encore des choses qui se sont passées. Une espèce de drame en 3 actes. D'abord, l'échauffourée, disons-le comme ça, le premier acte. Ensuite, le deuxième acte, les excuses, espèce de tentative de rédemption. Et troisième acte, on est revenu à la normale, le retour au combat, Fred. Donc, on va essayer de... Je pense que ça vaut la peine. Ici, on peut le faire. Ici, on peut le faire, de prendre un 10-15 minutes, de discuter de ça. On aura une discussion simplement. Je ne veux pas faire une chronique où je vous assomme avec ce qui s'est passé. On en discutera. Mais l'affaire me semble suffisamment grave. On avait parlé du ministre abondamment la semaine passée. Bon, ben écoutez, pas de ça. Il est Non, parce que c'était manifestement pas sorti. très occupé, ce ministre-là. Et on rappelle, pour les gens à la maison, que un chroniqueur, en fait, si on additionne un chroniqueur et un ministre, ça n'égale pas nécessairement un intellectuel. Non. Bon, écoutez, vous l'avez dit. Voilà. Godefroy Lorando, Salut Fred. qu'est-ce que vous avez fait pour cette semaine? Oh, j'ai fait beaucoup de choses. Vous êtes inscrit sur Bumble? Voyons donc. Ben! Ça commence fort, hein? Comme on dit, t'effaceras ça, Larry. Ou pas. C'est pas grave, c'est la vérité. Fait que je sais pas c'est quoi Bumble. Je me suis inscrit. Ben oui. On m'a dit inscris-toi à ça. Paraît que c'est pas un organisme qui vise à préserver les abeilles. Moi, je pensais que c'était la ruche. Je pensais qu'en m'abonnant à Bumble, Fred, je soutenais la balado. C'est du sociofinancement pour votre couple futur. Peut-être. Franchement. Farce à part. Bon. Farce à part. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, Godefroy? Écoute, Fred, la vie, j'ai eu le temps de lire, finalement. J'ai eu le temps de lire. J'ai finalement commencé le livre que vous m'aviez prêté sur la décroissance. Oui, Yves-Marie Abraham. Yves-Marie Abraham. Livre, je ne sais pas si vous connaissez, Simon. Se guérir du mal de l'infini. Très bon livre. C'est plus qu'un bon livre. Tout le monde C'est devrait un lire game ça. changer, comme dirait France Castel. C'est vraiment un excellent livre qui traite de la décroissance et puis qui déboulonne plusieurs images, entre autres, quand on s'imagine qu'en rendant plus efficaces certains procédés industriels, on est du côté de l'environnement, mais on se rend compte que c'est un faux argument si on s'en fie à lui. Oui. Et je suis allé aussi hier, événement spécial, pour rebooster pour survolter ma vie sociale. Oui. Je suis allé au lancement de notre bon ami Sébastien Sainte-Croix-du-Bay? Sainte-Croix-du-Bay, notre tout Ou premier invité. Dubé-Sainte-Croix au choix? Notre premier invité à la balado, Oui, c'est vrai. qui se rappelait très bien de nous, évidemment, puis qui a écrit une petite plaquette, une petite nouvelle, c'était à la brasserie hier, Oui. et écoute, c'était un bel événement, mais surtout le livre que j'ai commencé a l'air franchement excellent, ça s'appelle Les Roses Montrées. Oui, que j'ai presque fini. C'est bon, non? C'est un petit roman. Oui, très, très bon. Un peu poétique aussi. Pas tant. Ben oui et non. Oui, mais
Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, évidemment, c'est un brasseur lui, dans la vie. Ouais. Et il a réussi, en fait, en gros, c'est que le personnage du roman, c'est qu'ils sont en train de brasser un gros brassin. Et puis, c'est qu'ils viennent de se séparer en plus. Oui, Oui. voilà. Alors, c'est peut-être ça qui vous intéressait, peut-être. Peut-être, sans m'en rendre compte. Est-ce qu'il s'est inscrit sur Bumble? Je sais pas. Ouais. Ah, bon. Ou on peut y rencontrer de gros brassins aussi sur Bumble. Mais et ils cherchent des pièces pour réparer leur cuve. Sinon, la batch de bière va être... et là, il part dans Rosemont. En tout cas, Et il est en lendemain de veille. Donc, c'est Oui, une espèce de road trip d'une journée. de Rosemont, voilà. Ouais. Ah, ben c'est intéressant. Et là, votre chronique aujourd'hui... Ben moi, je voulais revenir sur notre ministre rapidement, sans parler de l'affaire Weinstock, mais plus parler de son positivisme et de... Déjà, au lieu de dire notre première priorité, cette ministre-là a le mérite de ne plus dire première priorité. Il dit priorité nationale. Et personnellement, j'aime ça. Oui. J'aime ça. Et il y en a... Il a l'air sérieux. Puis Inès avait posé une question la semaine passée. Il avait dit, qu'est-ce qui arrive avec le Lab École? Oui. Et j'ai fouillé un peu juste pour voir. Puis en fait, j'ai même pas eu à fouiller. Le Legault est sorti avec ça dans les nouvelles. Grosse annonce. Aujourd'hui, le Lab École, on s'en calisse. C'est ça qu'il a dit. Je vous en reparle. Ah, ben oui. Moi, j'ai pas une... évidemment, il y a eu beaucoup de choses dans l'actualité, mais cette semaine, j'ai comme... Il y a quelque chose qui m'inquiétait un petit peu. M'inquiéter. On sait qu'on est à l'ère des fake news. Il faut vraiment être méfiant quand on écoute tout bulletin de nouvelles, même les bulletins de nouvelles de grands médias traditionnels. Et je vous invite à écouter... Simon, vous l'avez remarqué comme moi, à Radio-Canada, présentement, il y a beaucoup de Français reporters. Je ne sais pas si c'est un programme d'échange avec des radios publiques, ça arrive souvent, ça, de jeunes reporters qui se trouvent aux quatre coins du Canada, souvent au Québec, et qui parlent qui reportent, en fait, c'est des reporters vraiment, des événements de l'actualité. Et là, il y en a un sa voix me disait quelque chose, j'étais pas sûr, c'était très étrange. Je vous invite à écouter cet extrait. Alexis Gacon est sur place. Alexis, toutefois, ils sont sous le coup d'une injonction. Oui, l'injonction, on l'a appris en fait il y a quelques minutes, une demande d'injonction qui a été émise et donc qui va être signifiée aux manifestants. Le juge a ordonné en fait que quiconque de ne pas empiéter la propriété ou d'entraver les activités commerciales du Canadien Pacifique, donc la voie ferrée qui est bloquée actuellement à Ganawake. Alors, il faut savoir que cette injonction autorise les forces de l'ordre à intervenir, à utiliser toute force jugée nécessaire pour exécuter donc l'ordonnance, mais ce n'est pas parce qu'il y a une injonction qu'elle sera respectée. Bon, alors... Est-ce que c'est le gars des Intrépides? Ben, là, je me suis dit, mon Dieu, cette voix me dit quelque chose. Et premièrement, ça a l'air d'un reporter de 15 ans. Oui. À peu près. Et là, je me suis rappelé d'un jeu vidéo auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Uncharted 4. Oui, je vois où vous allez. Cette fameuse franchise. Et je me demande si ce n'est pas la même personne qui fait la voix du personnage principal d'Uncharted, Nathan Drake, quand il est tout jeune. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près 1 an. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine de me faire... C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien. Bon, alors là, je fais 2 appels Oh là là. à nos auditeurs, nos auditrices. Si vous êtes témoins, je sais qu'on est écouté en France un petit peu, les auditeurs en France, si vous entendez des Québécois, des jeunes reporters québécois faire des reportages en Suisse romande, dites-nous si ce programme-là existe d'échange et si vous savez qui faisait la voix française de Nathan Drake quand il est petit au début du jeu vidéo, parce qu'on Ça a eu doit un se trouver flashback. dans le générique du jeu. Ouais, j'ai pas eu le temps de regarder parce que je suis extrêmement occupé. J'ai 2 chroniques à la Non, mais radio vous avec Paul Journet. vous aimez stimuler vos auditeurs. Et je veux les stimuler. Oui. Donc, écrivez-nous si vous trouvez la personne. Parce que dans le générique du jeu, tout est en anglais, Simon Jaudoin. Même le nom des gens. Mais j'ai pas eu le temps de fouiller qui fait la voix du jeune Nathan Drake. Mais là, Ok. c'est quand j'ai entendu ce petit reporter, voilà. Bon. Alors, c'est ce qui m'a... On le salue au Ça. passage. Oui, on le salue, Ben oui. parce que tout ça est fait avec beaucoup d'amitié. Avant d'aller plus loin, on va aller plus loin. On va tout de suite aller écouter, j'ai envie. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec Patrice Dubois et Alexandre Castonguay pour la pièce Courir l'Amérique. Une pièce inspirée des livres de Serge Bouchard qu'on a eu à la balado, mais c'est plus subtil et complexe que ça. Alors, je vous invite à aller écouter cette entrevue. Puis tout de suite après, on retrouve Simon Jaudoin qui va nous expliquer comment se portent les rapports entre le politique et les intellectuels, les universitaires au Québec en 2020. Ça va bien, je pense. Courir l'Amérique défriche les trous noirs de nos mémoires individuelles et collectives. Avec comme matière première les ouvrages de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque sur les grands oubliés de l'histoire,
nous ouvrons les yeux sur le champ funèbre qu'est notre continent. Attends, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça qu'on s'est dit, Alex. Ben, c'est ça, mais c'est pas ça non plus. Mais c'est quoi d'abord? Ben, on sait pas. Ben, on sait pas. On le sait pas. Mais on sait qu'on sait pas. Donc, on est avec Alexandre Castonguay, Patrice Dubois, pour la pièce Courir l'Amérique. Là, il devait avoir peut-être Soleil Launière, mais elle sera pas là. Il paraît Non, qu'elle Soleil est en train de préparer une performance de 24 heures qu'elle fait en fin de semaine. Elle a l'air intense. Se peut-il? Ben non, mais c'est-à-dire que c'est une femme une femme de peu de mots, comme on l'appelle souvent. Oui. Donc, tu sais, habituée aux performances avec son rapport à la matière, au corps, au territoire. Fait que c'est ça, c'est son état. Bon, alors, vous êtes ici pour parler de Courir l'Amérique. Je trouvais intéressant de vous inviter. On parle pas souvent de théâtre à la balado. On l'a fait quelques fois, mais là, je trouvais que c'était une pièce. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre pour cette année-là. C'est là que j'ai découvert ce projet-là. Et on s'est croisés, en fait, au Katsu pour cette entrevue-là. Je disais, venez à ma balado, venez en parler. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Peut-être commencer par vous, Alexandre Castonguay. Vous présentez, vous êtes installé à Rouen. Vous êtes un Abitibien. Tout à fait. Oui. Et là, vous êtes à Montréal depuis plusieurs mois pour ce projet-là. Depuis le 4 janvier. Depuis le 4 janvier, donc c'est pas si longtemps. Le déclic, en fait. En fait, peut-être nous parler de votre parcours en premier lieu, parce que Courir l'Amérique, je pense un des mots-clés, c'est les rencontres. Et c'est quelque chose qui vous anime dans votre parcours à vous, Alexandre. Ben, c'est ça. Là, en faisant du théâtre en région, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de le faire comme je l'avais appris. En l'intérieur de la boîte noire, etc. Puis ça m'a amené à faire des projets qui se passent sur le territoire puis dans la rencontre. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup de collègues là, en théâtre. Ouais. Fait que je travaille avec mon voisin, mes voisins, n'importe qui, là, tu sais. Puis ben, ça a donné des projets comme Alex marche à l'amour, où je fais 800 km en demandant au monde de m'aider à apprendre à marcher à l'amour de Gaston. Marcher 800 km. Oui. Puis ça a fait un film qui s'appelle Alex marche à l'amour, puis qui est fait par Dominique Leclerc. Il y a Les Chiens Loups qui va sortir. Qui sort bientôt le 28 à Cinémathèque, qui est en liste pour le prix Yolande Pierre Perrault au rendez-vous du cinéma québécois. Je passe 6 mois dans une école à jaser de liberté avec les enfants. Puis Manoranda, qui est une fable. Un conte à 2 voix fait avec une centaine de résidents des ruelles de mon quartier. Fait que, puis je pense que c'est un peu à cause de ça que Patrice m'a... Bon, OK, mais avant que Patrice arrive, là, vous avez l'idée de partir voir des gens à l'extérieur du Québec. Vous voulez refaire... Le déclic, c'est de refaire l'arrivée des Européens et d'aller d'est en ouest? Ben, c'est ça. Patrice m'a demandé de lire les livres puis de lui proposer quelque chose. Puis il n'était pas question que je propose rien. Il fallait que je travaille avec le théâtre petit à petit. Il fallait que je travaille. Point final. Fait que je lis ça. Attendez, là, c'est parce que vous avez donné plein d'entrevues déjà. Les livres en question, parce qu'il faut le dire, c'est les livres de Serge Bouchard. Oui, c'est vrai. Faut quand même le dire. Ouais, les livres. Elles ont fait l'Amérique, ils ont couru l'Amérique par Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, publiés aux éditions Luxe. Voilà. Donc, en fait, les livres qui sont Les Remarquables Oubliés, qui a été une série radio, qui a eu un grand succès, et ils en ont fait des livres, donc ils sont allés un peu plus loin que le format radio, parce que c'est pas le verbatim de la radio, c'est vraiment... Il y a un côté littéraire dans la présentation de ces personnages-là, qui sont les personnages qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans l'histoire officielle. Et là, Patrice, votre déclic de donner ces livres-là à Alexandre pour en faire un matériau théâtral? Ben, ça vient vraiment effectivement d'un regard que je portais sur sa démarche. Puis ça vient de... moi, quand j'ai eu ces livres-là entre les mains, effectivement, je suis devant 26 portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire, qui sont oubliés, qui sont inscrits dans une mémoire collective qui a été atténuée par les grands titres, comme on pourrait dire. Oui, par les
les grosses légumes. Les grosses légumes, Qui nous gouvernent. les enseignes clignotantes, mais Ouais. qui nous ont caché, qui nous ont masqué toute une partie peut-être de tout un autre pan de l'histoire. Fait que j'ai appelé Alexandre en lui disant, j'ai envie, je pense qu'il faut faire quelque chose avec ça, mais je veux surtout pas une chaise berçante puis un monsieur compteur sur le bord du foyer. Ouais. Je pense qu'il va falloir comme sortir de ça. Puis pour sortir de ça, il va falloir se mouiller, il va falloir comme qu'on fasse une expérience quelconque, je ne sais pas c'est quoi. Et là, c'est là qu'Alexandre me dit, ben je pense que je devrais prendre la route. Je devrais effectivement partir de l'Est puis aller vers l'Ouest, faire cette marche-là, cette course-là qu'il y a eu dans l'histoire à partir de l'arrivée des Européens, bien entendu. Oui. Puis donc, on a construit cette chose-là en collaboration avec les théâtres francophones Oui. qui sont un peu partout Oui. sur le Donc, territoire canadien. Donc, il y a une présélection. Vous partez pas au hasard pour rencontrer des destins formidables, parce que c'est un peu ça, les livres de Serge Bouchard. Ce sont des destins qu'on a ignorés. C'est quand même difficile aujourd'hui de se dire, hey, moi, je vais partir sur la route pour aller partout au Canada pour trouver des destins extraordinaires. Il y a quand même, on lance des dés pareils. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, Patrice, il téléphone un théâtre, puis là, il propose le projet à la direction artistique. Elle a peut-être pas le temps, là. Ouais. Ça l'intéresse peut-être pas. Tu sais, fait que, ben là, la direction artistique, elle embarque. Puis elle, bon, ben, elle propose des noms. Tu sais, puis moi, je reçois ça par courriel. Puis là, bon, ben, je leur écris. Puis je leur dis quand est-ce que je vais être là. C'est des blind dates, là. C'est des blind dates, je sais pas en tout. Puis tu sais, je me fais un devoir. Mais ces gens-là, là, que les compagnies de théâtre partout au Canada, théâtre francophone, il faut quand même le dire. Oui, hein? Bon. absolument. Les profils de ces gens-là, C'est en majorité des artistes OK. qui vivent en français sur le territoire. Oui. Ouais, puis qui laissent une marque ou qui s'intéressent à la marque de leur territoire. Tu sais, Ouais. c'est un peu ça que je lance là, comme idée, là, Ouais. que j'appelle à Winnipeg, à Saskatoon, etc. C'est dire, pouvez-vous présenter du monde? Je vais vous envoyer un gars. Pouvez-vous lui présenter des gens qui sont là, qui vivent à même ce territoire-là, qui se battent sur ce territoire-là, parfois pour la langue, parfois pour d'autres causes. Pouvez-vous créer un trait d'union entre eux? Ouais. Si on veut, tu sais. Ouais. Fait que il y a complètement un rendez-vous à l'aveugle parce que là, Alex sait pas qui va les rencontrer. Moi non plus. On a beau googler les gens. Qui sont-ils quand ils se lèvent le matin dans leur ville, dans leur village, au petit café, proche de leur communauté? Tu sais, c'est très différent. Tu sais, c'est pas les gens vus dans sous les projecteurs de l'espace public. Là, tu sais. Bon. Et là, je veux juste comprendre parce que j'ai déjà rencontré Alexandre, je vous ai entendu en entrevue. Et je trouve encore que c'est quand même, puis je veux que les gens comprennent bien, les gens qui nous écoutent, le lien entre les rencontres réelles des gens d'aujourd'hui et les livres de Serge Bouchard. C'est vrai qu'il y a un aura de mystère. Hein? Ce croisement de ces deux univers-là va se trouver sur scène. Ben là, j'arrive au blind date, Oui. tu sais, puis ce que je fais, c'est que je mets les livres sur la table. Boum. Entre moi et la personne. Puis bon, ben, premièrement, t'es qui? Fait que la personne me raconte sa vie. Puis moi, ben, j'y raconte la mienne. Puis j'y demande qu'est-ce que ça veut dire pour elle deux livres comme ça. Avec ces noms-là, tu sais, puis je veux dire, peu importe où on est dans le Canada, il y a des personnages qui se réfèrent à cette partie-là du territoire, Ben oui. tu sais. La plupart, en fait. Ben, Quand on lit Serge Bouchard, on se rend compte que ces gens-là ont essaimé l'Amérique du Nord, étaient partout. Là. Les frontières n'existent pas, là, Ouais. tu sais, les frontières Fait politiques. que est-ce que vous sentez une résonance chez les gens que vous rencontrez, qu'eux aussi se sont appropriés? Toutes sortes de sons de cloche. Je dirais, il y en a que non, ça marche pas cette affaire-là. D'autres que oui, d'autres avec des doutes. Tu sais, toutes sortes d'affaires. Puis, fait que le pari aussi, c'était que le projet, parce qu'on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. Ouais. Tu sais, que le projet se fasse façonner par ce territoire-là qu'on allait découvrir et ces rencontres-là. Puis aussi, bon, ben, il y a eu le temps présent là, qui a traversé ces 4 ans-là de projet. Parce que l'actualité d'il y a 4 ans et l'actualité d'aujourd'hui, c'est pas la même. Ouais. Fait que ça donne une espèce de portrait du présent,
je dirais. Bon, et là, évidemment, il y a plein de blocus avec plusieurs nations autochtones. C'est pas le propos de la... Je pense pas que c'est le propos de votre démarche, mais quand même, comment vous vous situez par rapport à ça? Ou comment vous réussissez à intégrer ça? Est-ce qu'il y a la partie des Premières Nations? Est-ce que vous avez rencontré des gens des Premières Nations? Parce que là, on n'a pas parlé de Soleil Launière encore. Qui, elle, est une Innu du Lac-Saint-Jean? Exactement, voilà. oui, exactement. De Masteuillache. Oui. Ben, évidemment. Bon, d'abord... Parce que chez Serge, je veux juste finir la parenthèse, chez Serge Bouchard, c'est extrêmement important, ça. Ces rencontres-là avec les Premières Nations, parce que... toute sa vie. Oui, voilà. Ouais. Ben, en fait, c'est toute sa vie, puis c'est à quoi on a fait face, parce que Bouchard, c'est 50 ans, 60 ans de recherche anthropologique, d'une réelle expérience sur le terrain, sur le territoire, d'un réel contact à partir des années 60 avec, entre autres, les peuples Inuits de la Côte-Nord, de la Basse-Côte-Nord. Oui, exactement. Si on peut dire ça. Mais sa spécialité, c'est d'aller réellement au cœur de la rencontre. Ouais. Et donc, lui, il rapporte, il chronique. Et quand nous, on arrive pour faire quelque chose avec ce qui est chroniqué, c'est là qu'on frappe un nœud. Ouais. Parce qu'on frappe le nœud de notre non-expérience. Nous ne sommes pas allés sur le terrain de toutes ces rencontres. Ouais. C'est pas vrai qu'on a 60 ans d'expérience anthropologique. Ouais. C'est pas vrai et c'est pas vrai qu'on peut se substituer au récit de l'autre pour le raconter, comme le fait et comme doit le faire l'historien ou l'anthropologue, basé sur une panoplie là, de références. Ouais. Alors, nous, comme artistes, qu'est-ce qu'on fait si on veut transmuter cette chronique-là historique en un objet d'art? C'est toute là la complexité. Ouais. Alors, il y a d'une part, effectivement, les rencontres qu'Alex a faites, où il y a du monde qui lui ont dit « Non, moi, je te barre la route. Ça marche pas, ton affaire. Ah ouais. Tu t'en viens ici te me dire que moi, je devrais, avec ton québécois centrisme, avec ton... T'es en train d'oublier l'histoire. Là, je ris, mais Alexandre, il rit pas du tout. Non, il rit pas du tout parce que lui, il l'a vécu. Mais j'aime entendre aussi Patrice le raconter. Ben non, mais c'est ça, mais puis c'était... Tout ça fait partie de la rencontre. Dans la rencontre, tu t'en vas pas à la rencontre à la rencontre pour revenir indemne. Ouais. Hein? Tu t'en vas provoquer, tu t'en vas être provoqué. Fait que il y a effectivement des gens qui, de leur quotidien, de leur vécu, ont sonné des cloches en disant attention, tu es en train en pointant à un endroit précis, t'oublies toute une autre partie, mais cette autre partie-là, non seulement tu l'oublies, mais tu n'y as pas accès parce que tu ne peux pas voir, tu n'as pas l'expérience de cette partie-là de l'histoire. Fait que c'est tout ça qui s'est ouvert tranquillement au fil des rencontres. Le travail avec une anthropologue, le travail avec une cinéaste acadienne, le travail avec un nouvel immigrant qui vit aujourd'hui à Winnipeg, qui vient de la France, qui a rêvé d'Amérique comme les anciens ont rêvé d'Amérique. Tu sais, tout ce mélange-là, on l'a mis dans le si on veut, j'appelais ça accumuler du savoir, là, tu sais, dans un sens. On a les livres, on a l'expérience du terrain, on a ce qu'Alex nous rapporte, on a ce que ces gens-là viennent, parce que on a certaines des personnes rencontrées se sont assis avec nous autour de la table pendant 6 mois au début de l'année 2019. Donc, on a continué à si on veut observer, c'était quoi le problème? Comment ça qu'on n'est pas capable de se raconter? Quels sont les obstacles et à ce récit qu'on veut se faire de nous-mêmes? Et quel grand récit qu'on nous a servi nous empêche de voir le réel récit du temps présent? Puis là, il y a 4 personnes qui parlent du même personnage. Donc, on se donne un devoir. OK, on lit celui-là pour la prochaine rencontre. Puis là, ça donne 4 points de vue totalement différents sur ce personnage-là. Moi, c'est mon préféré. Moi, je l'haïs. Moi, je suis pas capable de le sentir. Ouais. Fait que c'est ça, là. Alexandre, vous étiez à Pénélope cette semaine avec Serge Bouchard, puis j'ai écouté l'entrevue, puis je vais quand même revenir sur un extrait. En fait, j'ai isolé un extrait de Serge Bouchard. J'aimerais ça vous entendre après, parce que moi, Serge Bouchard est venu ici à la balado donner une entrevue d'1h15. Il était très généreux. C'est une personne extraordinaire qui fait énormément pour la réconciliation, on peut dire ça, on parle de réconciliation avec le gouvernement fédéral, entre autres, et les Premières Nations. Là, je sais que c'est pas le propos de Courir l'Amérique directement, mais quand même, je vous envoie l'extrait, puis on en discute un peu après. Vous savez, moi, j'ai raconté toute ma vie l'histoire de l'Amérique. Je l'ai raconté aux Premières Nations. Je l'ai raconté aux Premières Nations en commençant en disant, c'est notre histoire à nous, à vous, à moi.
J'ai raconté à des travailleurs forestiers en leur disant c'est notre histoire à vous, à nous, à tous. Alors, les frontières, on peut moi, je suis pas tellement là-dedans. Là. Tu sais, j'ai donné un coup de marteau, un coup de masse. Même les personnages traditionnels, on les voit autrement. Moi, je trouve que ça résume tellement bien ce que fait Serge Bouchard et jusqu'à quel point cette approche-là vous a... je ne sais pas si elle vous a inspiré ou s'il y a ça derrière Courir l'Amérique. Ce désir quand même de raconter, même si... Parce que là, je sens beaucoup le respect de la distance, le respect on n'a pas vécu ça, on y va avec vraiment beaucoup de modestie, mais en même temps, on se donne peut-être la capacité de raconter une histoire qui n'est pas la nôtre. Moi, je suis prêt à plonger, Patrice. Vas-y. J'en avais pas de modestie au début. Ouais. C'est vrai. Je vais le dire, là. Ouais. Je vais le dire, mais je savais pas non plus que j'étais dans le contraire. J'étais complètement... comment je peux dire ça? C'était plein de candeur. C'était plein de candeur. Moi, que j'allais effacer ça, ces frontières-là, que j'allais réunir ça, ce monde-là, tu sais, puis... Fait qu'à un moment donné, c'est ça, le choc a été dur. Puis, à un moment donné, là, tu te dis, OK, au lieu d'essayer de remblayer le fossé, bon, ben, essaye donc de le rentrer dedans, le fossé, entre toi et cette personne-là, puis explore-les, ce fossé-là, puis vois de quoi il est fait. Mais tu sais, le premier, c'est vrai que la première impulsion, c'est dire, aïe, il y a une présence francophone, il y a une présence sur ce territoire d'Amérique qu'on nous a toujours enseigné, en tout cas à ma génération, on m'a toujours enseigné qu'on était un village gaulois au nord de l'Amérique. Résistant, mais qui a pas vraiment à voir avec les grandes décisions politiques, en même temps un peu victime, tu sais, qui s'est isolé dans son identité, tu sais. Puis là, tout à coup, moi, les livres, ils m'ouvraient. Ils m'ouvraient vers plus grand, il enlevait des cloisons de cette histoire-là, des cloisons mentales de ma vision de l'histoire, de ma perception, de ce qu'on m'avait enseigné. Fait que tu sais, c'est sûr que ça, Bouchard, c'est vrai qu'il le fait. Et c'est vrai qu'il s'est appliqué à raconter ça. Quand il le fait sur le terrain, comme il l'a dit, là, au bûcheron dans le bois ou à Linoux sur la Côte-Nord, il le fait, il est assis autour d'une table peut-être, il le fait à l'oral, il le raconte, il va rapporter, il va échanger. Quand on est face à un livre, on est devant l'écrit. Et notre histoire, là, si on veut, à partir des Européens en terre d'Amérique, est basée là-dessus. Qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est oral? On a fait face justement aux récits autochtones qui sont oraux. Nous-mêmes, à l'intérieur du projet, on a fait face à cette distanciation que crée l'écrit, ou en tout cas, l'écrit vient comme cristalliser quelque chose et vient en faire une vérité. Un nouveau récit que l'oral ne ferait pas. Quand on était face au récit des Remarquables oubliés à la radio, c'était d'autres choses. Ça nous était raconté, il y avait des ponts musicaux, il y avait c'est une ambiance. D'autres choses. Au cinéma, ce serait encore une fois d'autres choses. Fait que ça a été une frontière, je dirais, pour nous, de dire comment on va ramener l'écrit à l'oral qu'est le théâtre. Oui, parce qu'il y a des balises, il y a des codes qui sont difficiles à échapper au théâtre quand même. Est-ce que vous avez décloisonné la scène? Est-ce que sur le plan scénique, là, scénographique, là, comment ça va s'articuler? Ben, c'est là que, Alex, je parle beaucoup, mais si tu veux parler, tu parleras. Inquiète pas. C'est là que la présence de Soleil Launière est importante. Donc, Soleil est une artiste qui arrive de la performance et donc qui a je dirais, une expérience du temps présent, c'est-à-dire que la performance l'oblige à être dans un instant présent, d'être toujours en relation avec le public, pas du tout de la même manière qu'on le fait au théâtre. Au théâtre, on attend quelque chose du public. En performance, on va vivre quelque chose, partager. On est en échange, en fait. Oui, exactement. Et donc, Soleil vient de là, vient aussi d'un contact très, très fort avec la matière, avec le terrain, le territoire. Et elle nous amène dans le temps présent. Donc, la représentation de ces deux gars-là, si on veut, qui voudraient faire le grand récit de leur histoire, se confronte à cette femme-là qui dit « On va s'amener dans le temps présent, les boys. On va s'amener dans ce rapport-là à ici, maintenant. On est-tu capable ensemble, tous les trois, avec nos expériences, nos
nos cultures, de faire quelque chose ensemble pour se raconter maintenant. Tu sais, fait que c'est un peu ça le jeu qu'on joue. Fait que là, c'est là où on décloisonne effectivement le temps de la représentation en disant au public, vous êtes là. On vous voit, là. Ouais. On n'est pas en train de vous dire... Il n'y aura pas un gros quatrième mur, si je comprends bien. Non, il est très, très mince, le quatrième mur. On n'avait pas de budget pour le quatrième mur. C'est un quatrième mur en J-Proc. C'est ça, exactement. Est-ce que... Bon, je reviens un peu à l'idée des théâtres francophones, parce que je suis en train de lire Jacques Beauchemin, qui parle de la dépolitisation du projet indépendantiste. Puis lui, il constate un retour aux Canadiens français, à cette culture-là canadienne-française qu'on avait abandonnée depuis la Révolution tranquille. Évidemment, ça avait un petit peu court-circuité notre rapport avec les francophones hors Québec, mais est-ce que vous avez l'impression... Moi, je suis pas sûr qu'il y a un retour tant que ça du Canada français ou de cette idée-là, mais est-ce que vous, après l'avoir fait, vous avez l'impression que ça s'inscrit là-dedans? D'aller voir les théâtres à l'extérieur du Québec ou qu'il y a cette idée-là de retrouver ce qu'était le Canada français au 17, 18, 19e siècle. Avant le Bas-Canada, là, quoi. Avant la conquête. Mais avant la Révolution tranquille, en fait. Avant de dire, nous avons un projet politique qui est territorial. Avant que la Saint-Jean-Baptiste devienne une fête nationale. Exactement. C'est une blessure qui est là. Hein? Ouais. On l'a constaté aussi, là. Ben moi, je sais si le projet s'inscrit là-dedans. Ouais. Tu sais, je veux dire, l'élément déclencheur, c'est vraiment les livres. T'sais, est-ce que les livres s'inscrivent là-dedans? Je sais pas. Mais, pour l'avoir entendu, quelqu'un des Maritimes, là, ça pouvait sauter par-dessus le Québec pour s'en aller en Ontario, elle le ferait. C'est ça. Parce qu'on est effectivement le Québec, avec toutes ses 60 dernières années, a fait ses forts là, dans le Canada français. Puis je ne sais pas si on peut parler d'une possible réconciliation ou si on peut parler d'une... Est-ce qu'il y a véritablement eu une conciliation à un moment? Je ne sais pas. C'est comme... En tout cas, ça, c'est sûr que le projet ne se veut pas objet de réconciliation au sens où c'est pas son dessein, mais je crois qu'il se veut objet de peut-être de donner plus d'humanité, si on veut, à ce qui a été des barrières politiques, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces barrières politiques-là? Quelles humanités peuvent être révélées? Puis là, dans ces humanités-là, il y a un temps présent, encore une fois, il y a une respiration, il y a du monde qui se bat à Saskatoon, à Winnipeg, à Vancouver, il y a du monde qui sont... originaire ou pas de la place. Tu sais, je parlais tantôt de Sébastien Gaillard qui arrive avec son rêve d'Amérique, qui s'en va s'installer à Winnipeg. C'est un Français. Tu sais, il est dans cette... est-ce qu'il est dans une réconciliation du Canada français? Non. Il en est le renouveau, potentiellement. Tu sais. Fait que c'est complexe. Ça porte beaucoup de visages. Autant d'aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se délester là, de certains... Tout en ne les oubliant pas, bien sûr, mais de ces, disons, de ce qui s'est cristallisé des combats anciens et qu'on tient pour unique force. Il y a d'autres forces en arrière, je pense. Oui. Puis de ce que j'ai entendu, dans certains lieux, à certains endroits, on parle pas de Canada français, on parle de francophonie canadienne, ce qui est complètement différent. Parce qu'avec l'immigration francophone qui vient d'ailleurs dans le monde, mais c'est eux autres qui augmentent ou qui maintiennent la démographie ou le fait français. Et c'est pas les naissances ou l'immigration québécoise. Bon, fait que c'est en train de changer. Tu sais, fait que là moi, j'ai pas de preuve de ça, mais je l'ai entendu à deux places. Là, ça me semble être un échantillon suffisant. C'est bon. Est-ce que j'ai compris, puis je termine avec ça, parce que vous retournez là en répète, c'est ça, hein? On avait pas fini, on est en train de travailler. Ai-je compris qu'il y aura des citoyens, spectateurs sur scène? Ouais. Ça, c'est à un moment donné dans une discussion avec... c'est bon, ça fait partie de la démarche d'Alex. Si on fait des gens non... Des gens non théâtraux, non professionnels, des citoyens, du monde ordinaire, comme on pourrait dire. Des mortels. Des civils, comme on aime dire. Ça fait partie de la démarche d'Alex, tu l'as dit tantôt, Alex. Ça fait partie aussi de la démarche de Soleil. Comme Soleil, à un moment donné, a dit, il me semble, je vois du monde, je vois des gens, Et puis,
on a discuté, puis on s'est dit, pourquoi on n'essayerait pas de rencontrer... On faisait une résidence à Sudbury, puis on a demandé au Théâtre du Nouvel-Ontario de nous trouver du monde de la place, avec qui on a passé 2 jours, et puis on a fait des essais, en se disant, si on mêlait à ce récit-là très préparé, très travaillé qu'on est en train de faire, l'aléatoire du citoyen qui arrive sur scène et qui prend place, puis qui vient lui aussi comme raconter, qui vient montrer les visages. Tu sais, on a fait des tests à Sudbury, puis après ça à Rouyn-Noranda, tu sais, puis... avec des Anishinaabe, un gars qui venait de la Chine qui me dit, à un moment donné, j'ai dit, vous pouvez parler votre langue? Il dit, je peux parler mandarin ou cantonais. Je dis, OK, tu choisis celle que tu veux, là. Mais tu sais, un gars qui parle mandarin et cantonais à Rouen. Mais c'est ça existe. C'est ça le temps présent. Le temps présent, il est complexe, puis il est beau dans sa complexité, tu sais, puis pas beau fleur bleue, là. C'est réel, cette affaire-là. Fait que ce monde-là sont avec nous autres sur scène. Puis ils vont, comme je pense, donner une super belle vibration au show. Mais messieurs, merci d'être venus entre 2 répètes nous parler de ce beau projet Courir l'Amérique. C'est du 3-28? Ouais, quelque chose comme ça, en mars, là, au Katsu. 3-28 mars, au Théâtre du Katsu. Puis là, j'imagine que d'être passé par les théâtres partout au Canada, francophones, pour aller chercher des gens, ça va vous permettre de faire le chemin inverse en tournée avec ce show-là. Ce show-là va se promener? On est en train de préparer ça. Là, effectivement, l'idée, c'est que ce show-là prenne la route, là, parce qu'il a été construit comme ça. Merci, Patrice Dubois, Alexandre Castonguay, puis on va aller... Moi, j'y vais jeudi prochain. OK. Fait que j'espère pas être sur scène. Je sais pas comment ça marche, le tirage au sort. Non, ils sont déjà sélectionnés. Ah, OK, c'est un few. Ah, mais mon Dieu, OK, je vais avoir du fun. Concours. Je vais avoir du fun. Merci. Salut. Alors, Simon Jaudoin, je dois vous dire que l'affaire One Stock m'a intéressé, mais sachant que vous alliez... Je pressentais que vous alliez venir nous en parler. J'ai un peu attendu votre présence pour approfondir tout ça. Fait que vous allez, j'imagine, comme avec bien les auditeurs et auditrices de la balado, nous éclairer sur ce qui s'est passé exactement et éclairer sur tous les zones d'ombre. Oui, en faire peut-être une autopsie, parce que c'est souvent des choses qui vont passer dans l'actualité, qui vont rebondir en quelques minutes. Vous savez comment la rapidité est importante de nos jours, et on va souvent passer tout de suite à une autre histoire et revenir à la normale, mais l'affaire me semblait suffisamment préoccupante pour qu'on s'y arrête quelques minutes, qu'on puisse en discuter. Donc, je ne veux pas faire une chronique pour vous assommer et puis revenir, ni même vous marteler mon opinion sur la chose, mais simplement pour comprendre ce qui s'est bien passé et là où il y a des zones de discussion qui m'ont semblé assez faibles par la suite. Donc, on reprend toute l'histoire. On va y aller en 3 épisodes, si vous voulez. D'abord, le premier acte de cette histoire. Tout commence pour le commun des mortels. On va y aller comment elle arrive dans l'actualité de l'histoire pour la population, le lectorat québécois. Donc, une chronique de Richard Martineau qui s'inquiète. Donc, il y a un spécialiste en éthique préoccupant. Et il nous parle de Daniel Weinstock. Daniel Weinstock est un professeur éthicien qui est bien campé idéologiquement. On peut le dire d'emblée. C'est sans doute un gars qui est du côté de la laïcité ouverte, du multiculturalisme, de l'interculturalisme, du vivre ensemble, accommodant à bien des niveaux sur la question de la laïcité. Donc, ça, tout le monde le sait. Et il faut rappeler le contexte de cette chronique-là, c'est qu'il y a des... c'est pas une commission parlementaire, mais on est en train de remanier... C'est un forum. Il y a des forums. Voilà. Il y a des le forums. cours de CR. Oui, il y a des forums. Et la nouvelle avait été même assez mal rapportée au début. On disait qu'il allait diriger les forums ou les travaux. Là, on parle d'un forum. Un forum, vous savez, c'est quoi? Donc, c'est une journée où il va y avoir des sessions de travail. Les gens vont discuter, échanger des idées. Et lui devait ouvrir, donc faire une allocution d'ouverture. J'étais à un forum la semaine dernière et j'ai fait l'allocution de personne n'aurait songé à me le faire diriger, ce fameux forum-là. Donc lui, c'est ça. Et il y en avait déjà fait un. Il y en a un qui a été annulé pour cause de tempête. Il devait y en avoir un 3e. Donc Richard Martineau se flanque d'une chronique en disant, donc spécialiste en éthique préoccupant ou inquiétant. Donc, et il nous dit... Je vais vous rapporter les propos de ce fameux Daniel Weinstock pour vous montrer jusqu'à quel point ce personnage-là est troublant et comment se fait-il qu'on l'a invité comme expert. Et là, il nous dit donc, il fait référence à un événement qui avait été organisé en 2012 par la Coalition Laïcité Québec. C'est un débat et je m'en souviens très bien parce que je l'avais écouté à l'époque avant même que ça fasse polémique. Donc, il y a un débat où Weinstock est là, il y a des gens, on va discuter de laïcité ouverte, tout ça. Et arrive un certain moment donné où il y a
une discussion qui dévie sur l'excision des jeunes filles. Et il y a Louise Mayou, la militante. Elle est aussi, elle assez bien campée idéologiquement son camp. On sait d'où elle vient, on sait où elle va. Donc, elle avait posé une question mettant dans l'embarras Daniel Weinstock, qui faisait référence à un ancien colloque aux États-Unis où il avait parlé justement du fameux compromis de Seattle. Je vous explique vite fait ce que c'est, le compromis de Seattle. C'est que à l'époque, il y avait des populations somaliennes, des immigrants, qui avaient été voir des médecins. Il y avait eu cette discussion-là avec des médecins. Et je vous mets devant le problème éthique. C'est un problème moral qu'on a ici. Si on ne fait pas une excision symbolique, qui consiste à faire simplement un trait là, sur les organes génitaux des jeunes filles, je dis simplement, là, avec tous les gants blancs là, que vous comprenez ça, donc, par rapport au geste réel, si on ne le fait pas comme ça, de manière encadrée dans les hôpitaux, ça va se passer dans les sous-sols, dans les cuisines. On va renvoyer les jeunes filles au pays dans des conditions sanitaires qui sont vraiment dégradantes. Donc, pour le bien-être et la santé publique, tout ça, est-ce qu'on ne devrait pas accepter de le faire? Puisque, par ailleurs, on fait déjà des marquages religieux, comme par exemple la circoncision. Tout à fait. Bon. Évidemment, il ne s'agit pas ici de comparer la circoncision et l'excision. On dit, puisqu'on fait déjà un marquage religieux, ferions-nous celui-là aussi? Et voici le dilemme moral que je vous propose. Donc, c'est le genre de question avec laquelle... des questions complexes qui n'appellent pas des réponses simples. Qui n'appellent pas des réponses simples. Et après ça, on peut très bien dire, écoutez, même de manière symbolique, c'est en tout point contraire à toutes les valeurs libérales, ce qui est, ce qu'on aura compris, et ce sera le dénouement de l'affaire, c'est la position de Daniel Weinstock. Que non, finalement, il ne faut pas aller par là. Toujours est-il qu'on revient à cette chronique de Richard Martineau, où il relate les événements. Il nous dit, regardez, il dit, c'est disponible sur Internet. Il y a les sources. Vous pouvez aller lire. Ses propos sont connus. Parfait. Et il dit, je le cite. Et là, il va donc prendre une citation issue de ce colloque-là, puis il va dire, je cite Daniel Weinstock qui propose qu'on fasse ça au Québec. Et là, ces mots qu'il cite, il dit « Nous faisons la circoncision des garçons juifs et musulmans. Est-ce que nous ne pourrions pas proposer à cette communauté de faire quelque chose qui aurait pour impact de n'imposer aux fillettes qu'une marque? » Alors pour lui, c'est les propos de Daniel Weinstock qui propose de faire ça au Québec. C'est écrit en toutes lettres dans la chronique de Richard Martineau. Or, si on va lire la fameuse source qu'il dit lui-même avoir lue, les propos de Daniel Weinstock, effectivement, ces mots-là sont là, mais ils sont précédés de plusieurs mots qui dit... C'est-à-dire une phrase? J'expliquais... ça va tout ensemble, ça. J'expliquais cette position. Elle consistait à dire la chose suivante. Nous faisons la circoncision des garçons juifs et musulmans. Est-ce que nous pourrions... Ici, j'adopte la voix des personnes dont j'essaie de représenter le point de vue. On referme le tiret. Et il continue. Il a fait une sorte d'appropriation culturelle. Une appropriation de citation. Écoute, encore une fois, il y a beaucoup de Martineau bashing qui se fait de nos jours. Il le mérite bien souvent, avec raison. C'est le genre de jeu auquel on se lasse de jouer. Il adore ça. C'est comme jouer au tic-tac-toe. On comprend que des quatre coins. Ça va toujours faire des nuls. Comme les chroniques de Richard. Bon, toujours est-il que là, la falsification me semble assez grave. Il est ici question de tout simplement mentir ou manipuler les faits. Un chroniqueur de cette expérience-là ne peut pas ne pas savoir que signifient des guillemets. Donc, quand il dit « je cite, ouvrez les guillemets, voici les mots que je mets entre les guillemets, je ferme les guillemets », et que j'en enlève dedans qui dénature complètement ce que je vais dire, on est ici dans une manipulation de faits, une falsification, ni plus ni moins. En fait, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, et ça, j'ai qualifié ça donc de crime intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ici l'idée d'abattre quelqu'un avec des propos qu'il n'a pas réellement prononcés pour le mettre en embarras. Qui plus est, il y a François Doyon, qui est un blogueur polémiste dans le Huffington Post, professeur de philosophie lui aussi, qui s'est déjà fait prendre à ce jeu-là il y a quelques années. C'était en 2013-2014, on me corrigera, en fait, peu après cet événement, cette conférence-là, qui avait dit à peu près la même chose. Regardez, Daniel Weinstock propose ça. Daniel Weinstock avait répondu, rien n'est plus faux, il avait tout dit, je suis contre ce compromis-là, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'appliquerais. Le Huffington Post avait été obligé de s'excuser. François Doyon avait eu la décence et l'élégance, tout polémiste qu'il est, de retirer ses propos, de dire c'est bon, je me suis trompé. Ce qui fait que quiconque
s'intéressait à ces affaires-là devrait connaître cette histoire-là. Oui. C'est-à-dire, on n'arrive pas avec une question aussi complexe dans le débat public, dans une chronique du matin, si on n'a pas pris la peine de se renseigner un temps soit peu sur la nature de ce débat-là. Est-ce que Richard a le temps de faire ça avec ses multiples chroniques et tribunes? Mais si ça s'arrêtait là, ça serait pas si pire. Non, Oui, voilà. c'est ça l'affaire, c'est que Richard Martineau dise une niaiserie de temps en temps, ou plusieurs assez souvent, ça fait partie, je dirais que c'est another day at the office. C'est là, ça, pour le- tout à fait, c'est tout à pas- fait. Bon, mais là, on a ici un ministère qui, lisant ces propos-là, donc, la chronique de Richard Martineau est publiée le matin, le ministère de l'Éducation est donc averti des propos. On parle de minutes, là. 1 heure plus tard, M. Weinstock apprend lui-même dans les médias qu'il sera retiré du forum. Oui. Okay? Donc, on ne l'a pas appelé. On n'a pas tant... On l'a désinvité, c'est ça qu'on dit maintenant. On désinvite les gens. Cette fameuse mode de la désinvitation. Oui. Et là, on a le ministère qui a joué à ce jeu-là. Ça, c'est le nœud du problème. C'est le premier acte. Comment se fait-il qu'un ministère, qui plus est le ministère de l'Éducation, OK, c'est pas les aménagements des immeubles, là, Non. c'est l'éducation, donc de qui on devrait pouvoir s'attendre, de la plus grande saisie, du plus grand sérieux quand il s'agit de vérifier des faits, Oui. et surtout d'aller ici qualifier un personnel enseignant, une personne qui fait partie de la vie intellectuelle du Québec. Donc, alors, comment se fait-il qu'on prenne part à ce type de diffamation-là sans même googler Daniel Weinstock, excision. Ça prend à peu près 12 minutes pour trouver tout ce que je vous ai trouvé là, mais comme je disais, je l'avais écouté à l'époque, c'est un débat que j'ai suivi. Vous savez, c'était à l'époque où il y avait la fameuse charte. Oui. Alors, tout le monde s'envoyait de la boîte. C'était la charte, c'est en secret. Donc, ce débat-là qui allait commencer, bon, c'était hautement volatile. Oui, il y avait un très gouvernement à l'époque d'un parti, mais j'ai oublié le... Qui était là? C'est un parti qui n'existe plus. Il y avait même un chef, ce c'est parti-là. vrai, Hein? Oui. Je me rappelle presque Faites-moi une de autre plus rien. blague, il faut que je prenne une gorgée d'eau. Mais là, ce qui est fascinant là-dedans, Simon Jourdouin, c'est évidemment la célérité. La décision arrive très rapidement. Et ce que ça dit, dans le fond, c'est trop complexe pour nous, ces questions-là. Puis moi, c'est la CAQ, je trouve que ce gouvernement-là, c'est toujours le même problème. Ils veulent donc montrer qu'ils font des choses. Ils sont Puis qu'ils opérationnels. niaisent pas. Puis que nous, les débats, là, hey. Puis là, on a l'impression que c'est encore ça. Bang, là, Richard Martineau qui représente le peuple, qui, malheureusement, le lectorat de Richard Martineau, et ce sont les électeurs de la CAQ aussi, d'une certaine façon. Et on a l'impression que tout ça, ce calcul-là se fait en une fraction de seconde et bang, on les Mais évite. que le Québec moyen lise ça et n'aille pas vérifier, on peut l'accepter. Oui, tout à fait. Mais qu'un Les gens ont pas le temps, puis ministère prenne une décision publique avec des conséquences majeures sur la réputation de quelqu'un, rajoute une couche, en fait. Qui plus est, avec quelqu'un qui avait déjà été engagé, qui avait déjà commencé à faire le travail. Donc, on parle ici d'un semblant de licenciement là, en cours d'opération. Vous l'avez dit, c'est très opérationnel. Et j'y reviendrai un peu en conclusion sur la nature du débat public, où c'est certain qu'on ne peut pas sortir des petits extraits de conférences sur des questions aussi complexes comme on sort des tweets de Twitter pour mettre quelqu'un dans l'embarras. Il y a des niveaux de discours qui doivent être distingués. Évidemment que dans certains colloques universitaires où on parle longuement d'idées compliquées, si on sort quelques mots, on n'y comprendra pas grand-chose. Ouais. Mais là, ici, on est devant une double faute. La faute de Richard Martineau, qui donc ne vérifie pas quelque chose qu'il dit pourtant citer entre guillemets. Faute grave, à mon avis, mais bon, faute business grave, as d'autant usual. plus qu'il y a tellement de monde qui le lit. Oui, il y a plusieurs personnes qui, mais ça, il le sait. Et arrive ensuite, donc, le ministère qui le renvoie... Simon, mais je fais une parenthèse. On s'entend qu'on le sait, la manœuvre de Martineau, c'est de valider son point de vue que les opposants à la laïcité sont partout, les intellectuels, il faut s'en méfier, et que ces gens-là sont contre les Québécois et ne veulent que le multiculturalisme et ouvrir les vannes de nos frontières. Là, c'est ça, c'est l'idéologie qui sous-tend derrière ça. Je suis assez d'accord avec vous. L'objectif ici n'est pas de rendre compte d'une position qui pourrait être problématique C'est d'alimenter et discutable ce de Daniel sentiment-là. Weinstock. Oui, il s'agit de le clouer au pilori et de le soumettre à la vindicte populaire. Voilà. Alors, peu importe comment je le fais, voici, j'ai trouvé un marteau, je frappe avec un marteau, j'aurais trouvé une épée, j'aurais pris une épée. Mais en tout cas, on n'est pas ici dans le fin maniement du fleuret. Du fleuret, si je peux le dire comme ça. Donc voilà, premier acte, et
le ministère qui appelle M. Weinstock un peu dans la journée, là, on va glisser dans le deuxième acte. Juste souligner que ce premier acte-là est idéologiquement neutre. C'est-à-dire que peu importe ce que vous pensez des positions de Daniel Weinstock, peu importe ce que vous pensez de la CAQ, que vous soyez d'accord avec telle ou telle idée, que vous épousiez tel ou tel... c'est pas ça le point. Là. Non, le point ici, c'est qu'il y a quelque chose de faux qui a été dit sur quelqu'un et qu'à cause de, sur la base de ces faussetés-là, on l'a sanctionné. Oui. Alors, et c'est un ministère qui l'a fait. Oui. Alors, qu'on s'entende au moins là-dessus. Arrive donc la deuxième étape, le deuxième acte de cette histoire-là, les excuses. Les excuses et les regrets et les précisions. Ouais. Richard Martineau en premier, avec une première précision. Ça, c'est assez rare que ça arrive. Donc, un texte publié au Journal de Montréal avec Richard Martineau qui dit « Mes propos étaient inexacts ». Alors, je trouve ça assez doux là, dans le contexte. Au lieu de dire « J'ai manipulé une citation » ou « J'ai parlé sans vraiment savoir ». Alors, c'était inexact, mais somme toute, il faut quand même souligner que M. Weinstock voulait discuter de ce problème-là et qu'il trouve que c'est discutable, cette position. Là. Évidemment que c'est discutable dans un contexte où on échange sur des problèmes éthiques. Est-ce que c'est discutable pour le législateur au Parlement qui doit passer une loi? Son opinion sera encore non, selon ce qu'il dit. Il faut le croire. Il répète toujours la même chose depuis des années. Donc, ces précisions-là qui sont encore une manière d'attaquer, si vous voulez, l'adversaire, de semer le doute sur ses intentions. Le ministre qui commence par ne pas s'excuser du tout, qui dit exprimer des regrets et disant même que M. Weinstock va sans doute comprendre la situation, puisque si on l'invite, si on le réintègre dans le forum, il va causer une distraction, puisque nous sommes maintenant en plein cœur d'une polémique. Mais c'est quand même assez fort de café. Puisqu'on a causé la polémique, on ne veut pas réparer le tort, car en le réparant, nous serions obligés d'assumer qu'il faut vivre avec. C'est grosso modo, c'est ça qui est en train de se dire. Évidemment, ça ne tient pas la route un instant. On nous dit, on a fait des vérifications. C'est pas à cause de la chronique de Richard Martineau qu'on... Finalement, on a fait des vérifications. On avait fait des vérifications, nous aussi, et les propos portent à confusion. Comment se fait-il qu'un ministère qui fait des vérifications arrive à la même conclusion que quelqu'un qui utilise des propos erronés? Donc, je veux dire, ça, en tout cas, je me défendrais pas comme ça. On va dire, j'avais fait mes vérifications, puis moi aussi, j'étais arrivé avec la même citation où il manque des mots dedans. Encore une fois, on est au ministère de l'Éducation. Plutôt que de se défendre d'avoir été des épais et d'avoir mal vérifié, il se protège d'avoir lu Martineau. Il y a encore plus d'importance. On n'a pas lu Martineau. Non, on n'a pas lu Martineau, mais on est arrivé à la même conclusion que lui. Qui lui-même est en train de dire que c'est inexact par ailleurs. Donc, tout le monde là-dedans est en train de faire une immense erreur. Et les excuses, c'était on n'aurait pas dû réagir comme ça, on aurait dû l'appeler directement. C'est ça qu'ils ont dit. Ça, c'était les regrets. Arriveront plus tard... pas des excuses. Non, c'était pas les excuses. Arriveront donc plus tard les fameuses excuses. Clair senti du ministre, il faut le souligner. Mais ça, là-dessus, ce gouvernement-là est très bon pour reculer. Oui, et sur ça, je pense. Ils ont un talent pour le recul. Mais je pense que c'est même payant de pouvoir dire, regardez, pratico-pratique, vous l'avez dit, c'est très opérationnel. Parfait, on s'excuse. S'il veut revenir, finalement, oui, on va le réintégrer, on pourra le faire. Et vraiment, on n'aurait pas dû faire ça, on était dans l'erreur. Donc, bravo pour ça. Mais là, on retombe, c'est comme je disais, on était dans un territoire idéologiquement neutre pour le premier round du combat. Commence ici le retour des chapelles idéologiques. Toutes ces « oui, on s'est trompé, oui, mais ». Oui, mais. Et là, c'est là que j'ai trouvé particulièrement désagréable une bonne partie du débat qui en a suivi, des discussions. C'est-à-dire que... Sur les médias sociaux, entre autres. Malgré tout, il faut quand même aller souligner que M. Weinstock a des positions que nous n'aimons pas. Et ça, je veux bien qu'on laisse cette discussion-là. Moi, j'ai même senti... Ça allait au-delà de s'il les appuie ou non. C'est que ces idées-là ont été verbalisées dans un débat et ça nous dérange. Oui, ça nous dérange. Et après ça, on peut se poser. Mais ça, c'est une discussion qu'on aurait pu avoir. Mais c'est pas la discussion à savoir s'il fallait le désinviter, cette discussion-là. C'est une discussion qui consiste à savoir s'il fallait l'inviter. C'est-à-dire, en premier lieu, est-ce qu'il est trop marqué idéologiquement? Est-ce qu'il est trop dans le camp qui était un peu trop relativiste par rapport à la laïcité, par rapport à ECR? Donc, si on veut vraiment corriger ECR, est-ce que c'est vraiment le gars qu'on veut inviter? On peut tous avoir une opinion là-dessus.
vous pouvez en avoir une, je peux en avoir une, on peut en discuter abondamment, sans attaque à la personne, il se défendra, il expliquera en quoi sa position d'expert en éthique lui permet de participer de manière convenable à ce débat-là, mais on ne peut absolument pas coller cette discussion sur nos chapelles idéologiques sous prétexte que ça pourrait amoindrir le mensonge qui a été fait au début. Ouais. Il y a carrément cette faute-là n'est pas excusée par le reste de la discussion. Non. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement fatigant, difficile après les excuses, de voir chacun avec son biais idéologique vouloir attaquer Weinstock ou le défendre. Ouais. Et c'est là que, en conclusion, c'est à ça que j'arrive, et c'est une question assez profonde, toute sur cette segmentation du discours public. Cette manière que nous avons de plus en plus à aller chercher dans le passé une citation embarrassante, un truc, une capture d'écran. Là, ici, c'était une phrase dans un colloque. Un blackface. C'est pour dire, vous pourriez me dire que c'est de bonne guerre en campagne électorale d'aller chercher, mais ça m'inquiète beaucoup. Donc, on sort des extraits et nous n'arrivons plus à avoir au lieu d'avoir des discours, on focus sur des paroles. Tel mot, dit ainsi. Voilà. Après ça, moi, j'ai pas de problème qu'on parle de la position de Daniel Weinstock. Même qu'on dise au gouvernement, écoutez, vous voulez refaire ce cours-là, mais vous invitez lui, vous pourriez peut-être inviter quelqu'un d'autre. Mais c'est là que j'ai trouvé... Fatima Oudopépin, peut-être. Oui, c'est pas... qui pourrait... Quelqu'un de plus nuancé. Oui, mais je pense que les budgets ne le permettaient pas. Question de faire le forum en Wolof, mais toujours est-il que... À l'Hôtel Germain. Ça m'inquiète assez. Et ça, des deux côtés de la clôture, on me reproche souvent de vouloir m'élever au-dessus du débat. Je voudrais rassurer tout le monde. Je ne suis pas au-dessus, je suis en dessous. Puis je vous trouve très, très lourd. OK? Non, mais de simplement voir... Il y a eu une lettre ouverte ensuite publiée dans Le Devoir. d'appui. Mathieu Marion, Michel Seymour, tout ça, d'appui sur la liberté académique de Daniel Weinstock. Je lisais la lettre et je sourcillais. Elle était entre autres co-signée par Xavier Camus. Et je sourcillais. Sur le fond, là, je suis d'accord avec eux. Je dis, combien de gens parmi ces signataires demanderaient la démission du ministère au grand complet si on osait inviter Mathieu Bock-Côté dans ce type de forum-là? Ou si on avait dit, parfait, on va inviter Daniel Weinstock et Mathieu Bock-Côté ensemble. Il y en a qui déchireraient le chemise. Il y en a aussi qui ne sont pas tout à fait très prompts à aller défendre leur ennemi idéologique, qui se font aussi annuler des conférences ou des invités. Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, ça lui arrive souvent. Après ça, on pourra avoir toutes les discussions à savoir si Mathieu Bock-Côté est du calibre de Daniel Weinstock. Là, on va arrêter tout de suite parce que ça se peut qu'il arrive. Ça se pourrait peut-être qu'il est déjà en train de cogner à ma porte. Ah, mon téléphone sonne. Non, simplement pour montrer qu'on est ici dans la même économie de discours, l'économie où on capture des petites paroles, des bribes, et là, dans un discours qui vraiment est hautement complexe et qui mérite beaucoup d'attention et beaucoup de temps, on y va toujours par bribes comme ça pour soumettre ces bribes-là à la vindicte populaire. On est nombreux à jouer à ça, et ça m'inquiète hautement, d'autant plus qu'ici, c'est un ministère qui a pris part à cette opération-là. Ben, merci beaucoup, Simon Jaudoin, pour ces éclairantes réflexions. Alors, Godefroy Larando, vous allez nous parler de fenestration. Est-ce qu'on peut dire ça? On va parler un peu de fenêtre, oui, rapidement. Parce que, avec ce que Simon vient de nous dire, ça manquait peut-être d'éclairage, justement. Oui, ça manquait de lumière naturelle, peut-être, dans le ministère. Ça a été construit dans les années 70, le bunker. Le fameux bunker, il y a beaucoup de ciment. La lumière passe pas bien. Mais c'est drôle parce que je voulais parler du Lab École, donc ce fameux trio de vedettes que les libéraux avaient mis sur pied pour nous rêver l'école du futur. Il y avait Ricardo, Pierre Lavoie et Pierre Thibault. Il y avait Ricardo qui était là pour nous parler d'alimentation à l'école, donc la cafétéria de rêve. Oui. Et il y avait aussi Pierre Thibault qui était là pour nous parler la cafétéria. Oui, et qui était là pour nous parler d'architecture. Et il y avait Pierre Lavoie qui était là pour nous parler de cubes d'énergie. Très pratique quand on construit une école. Oui. On empile des cubes d'énergie, puis ça fait des écoles lumineuses. Oui. Mais je me disais, la CAQ n'aurait jamais eu une idée de même. Prendre 3 vedettes, puis les faire travailler avec des idées, puis non, je pense que c'est pas assez opérationnel comme idée. Et ce qu'Inès demandait la semaine passée, parce que moi je parlais du fameux livre de notre ministre « Et si on réinventait l'école », ce fameux ministre dont on a
bien assez parlé là. Et elle demandait qu'est-ce qui est arrivé avec le Lab École. Puis c'était une bonne question. Et ils en ont parlé aujourd'hui. Faut dire que c'était une créature du Parti libéral, là, de Sébastien Proulx. Oui, exactement. Alors, en général, les gouvernements, quand ils se succèdent, les projets ne suivent pas toujours. Ben, le Legault est sorti dans les médias pour dire on n'a jamais désavoué Lab École, ce projet-là. Ils vont nous livrer 6 écoles. Donc, mais ils vont les faire tout seuls. Ils vont être juste les 3 avec des truelles puis des blocs d'énergie. Ils vont construire 6 écoles qui vont être très belles. Oui. Moi, ça me faisait rire cette histoire-là parce que oui, ils ont eu du temps pour y penser, mais c'était des écoles beaucoup plus chères que les autres. Donc, c'est pas mal plus facile de faire des écoles ça coche. Et là, l'événement qui nous change complètement de l'affaire Weinstock, et ça fait du bien, on peut penser à d'autres choses, se replonger sur l'excellence de la CAQ, c'est que le gouvernement, par la bouche de son ministre de l'Éducation, non pas des excuses qui sont sorties cette fois-là, mais on va adopter un code architectural pour les nouvelles écoles du Québec avec une signature typique des grandes fenêtres, c'est ce que vous disiez, Fred, à la blague. Mais ce que je retiens, c'est que les écoles vont être construites pour durer 75 ans et non pas pour durer 40 ans. Et puis j'écoute le discours et je me dis, mon Dieu, je reconnais l'opérationnalité de la CAQ, mais j'aime ça. Aujourd'hui, ça me dérange moins, on dirait. Faudrait m'analyser pour savoir pourquoi. C'est pas un vice d'avoir l'esprit opérationnel. Ce qu'ils ont dit aujourd'hui, c'est on prévoit 15% de plus. Donc, les écoles vont coûter 15% plus cher parce qu'il va y avoir, par exemple, des systèmes de chauffage plus durables. Il va y avoir des meilleures fenêtres. Au lieu de durer 11 ans, les fenêtres vont durer peut-être 30 ans. Évidemment, il n'y a pas de fenêtre qui dure 75 ans. Mais il va y avoir des places publiques dans les écoles. Et donc, on parle de fierté. On parle de bâtiments dans les quartiers qui vont pouvoir faire plus que le strict minimum. Il paraît que les moisissures vont être compostables. Et on parle également de 15% de plus qui est prévu pour assumer la surchauffe dans le milieu de la construction en ce moment. Et donc, ça, juste pour que je suive bien, c'est hors toute réflexion du Lab École, ça. Absolument. Okay. Les Lab Écoles vont livrer 6 écoles, des écoles sûrement qui vont être très, très jolies. Avec de la financées par l'État quand même. Oui, exactement, mais c'est un projet à part, tandis que là, on parle de milliards qui vont être investis, qui vont être annoncés dans le budget 2020. Mais on apprenait du même coup que c'est pas loin de 4 milliards qui a été mis dans les nouvelles écoles en 2019. Donc 4 milliards, tu sais, quand on dit que GNL Québec est le projet industriel le plus gros du Québec depuis la baie James, c'est 14 milliards. Et 4 milliards pour les écoles, c'est quand même intéressant. Mais ça, on parle de 4 milliards dans le bâtiment. Oui. Donc, c'est plus facile d'investir là-dedans peut-être. Ça fait peut-être plus rouler l'économie que de payer. Aussi. Ça se peut. Je ne veux pas vous poser une colle, mais est-ce qu'il y a des idées issues du Lab École qui vont être réutilisées là-dedans? Dans ma chronique, j'ai écrit pour l'exprimer. J'ai dit... Non, mais écoute bien, j'ai dit... le trio va livrer ses 6 écoles et puis c'est ça. Donc, c'est ça que la CAQ a dit. Donc, on va s'en inspirer. Merci, les gars. On a fini. Merci. Allez faire des cubes d'énergie maintenant. Peut-être qu'il trouvait que Ricardo est un petit peu trop intellectuel. Ça se peut. Mais bref, il devait effectivement regarder ça de haut, puis eux être dans l'action avec l'opérationnel. Et donc, ça me faisait penser à l'école de mes enfants. Saint-Gérard, là, c'est une école qui était bien à l'avant-garde des autres parce que ça a été une des toutes premières écoles à être complètement et totalement moisie au Québec. Il y avait l'école Barry, puis il y avait Saint-Gérard. Et elle a été démolie. Mes enfants n'étaient pas encore à cette école-là. Et elle a été reconstruite, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont construit une petite école. Ils avaient des plans différents. Ils ont été amoindris. Et l'école n'est pas une école du futur. C'est une école neuve, et c'est tout ce qu'elle a à offrir. Et je suis très content de savoir que cette école-là a été construite pour 40 ans, pas pour 75. Et je suis content de savoir, Fred, que notre gouvernement, dans sa priorité nationale, qui est l'éducation, investit au moins dans le béton et la brique pour que les écoles soient des projets qui s'étalent sur plus que 40 ans. On ne fera pas le minimum. Sauf que... je sais ce que vous allez dire. Permettez-moi d'être cynique. Allez-y, j'avais écrit ici, pas envie d'être cynique. Mais c'est parce que c'est tellement facile d'annoncer un projet pour dire nous allons faire du durable, nous allons faire... Est-ce qu'on a des détails de concrètement comment tout ça va durer longtemps? Juste investir 30% de plus par école, c'est quand même significatif. Ça donne des moyens. Parce que si tu dis ça dépend. C'est parce que je sais pas comment coûte une école, comment on payait pour une école. Saint-Gérard, c'était autour de 20 millions. Puis il y a quelqu'un quelque part qui a levé la main et que ça a été ramené à 16 millions. Et la différence entre le 16 et le 20 millions, on est autour du 30%, même un peu plus. Parce que si la différence, c'est pour financer la surchauffe du milieu de la construction, dans le fond, on va payer plus cher. Ça, c'est un 15%. Parce que la demande est trop forte. Mais il y a un 15% aussi pour
pour donner un peu plus de gaz au bâtiment, sans jeu de mots là, sur les effets de serre. Oui. Mais bref, on a quand même... Moi, je vois ça comme un bon signal. Et puis là, il a dit aujourd'hui, Roberge, que les enseignants allaient signer la convention collective, le sourire aux lèvres. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils vont être assommés ou parce qu'ils vont être contents? Ou ils vont être dans des belles écoles? On est mal payé, mais mon Dieu, que la luminosité est magnifique. Ouais. Parce qu'il y a ça. Je veux dire, je veux bien... Je suis d'accord, Fred. Je suis d'accord, j'ai hâte de voir la suite. C'est le réflexe de tout gouvernement d'investir dans le béton, de laisser une trace aussi avec des beaux bâtiments. Ouais. Avec des fleurs de lys bleu. Les pays communistes nous l'ont montré. Hein. C'est un bon vieux truc, ça, de construire des beaux bâtiments avec un code architectural. Mais à l'intérieur, les profs, les programmes, les ressources... Je dis pas qu'il faut pas construire d'école, mais j'ai l'impression qu'encore une fois... On veut pas s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire que nos professeurs sont débordés, sont mal payés. Il y a un système à 2 vitesses avec le privé et on ne touche pas à ça. Mais quand la convention collective sortira, Fred, on l'analysera. Oui. Puis on rira d'eux autres, on les pointera, ou peut-être qu'on va dire... Parce qu'à date, je vous dirais que les profs, là, que je vois, sont pas contents. Ils sont pas satisfaits, mais là, je dirais que la racine du problème, elle est double quand même. C'est que le problème d'infrastructure, peu importe ce qui arrive avec les conditions des professeurs, est un problème en soi. Oui. C'est quelque chose qui devait être réglé. Ah oui, tout à fait. Même si on leur donnait les meilleures conditions, si on a des écoles moisies ou des maisons mobiles dans des cours d'école... Tu sais quoi, Fred? Au CPA, en ce moment, on investit pas mal en aménagement. Oui. Et puis moi, j'étais un de ceux qui disait il me semble qu'on pourrait investir dans d'autres choses. Et ma directrice insistait pour dire ça a une conséquence sur les gens qui travaillent dans le milieu. Et en ce sens-là, je peux pas être complètement cynique face à l'annonce. Tout simplement. Je comprends votre position, Fred, c'est de dire vous espérez que le discours politique ne vienne pas dire par la suite regardez, vous n'avez pas de raison de vous plaindre, regardez le nombre d'argent qu'on a mis et que ce ne soit que sur des infrastructures. On regarde comment la loi 40 a été je veux dire, on regarde comment ça s'est fait, puis je peux pas dire que je suis super optimiste, à part qu'on aura des maudites belles écoles. Mais sauf que votre ministre, Fred, a aussi dit qu'il a nommé dans son livre des éléments pour lesquels il était d'accord, dans le fond, que effectivement, les conditions de travail des enseignants n'étaient pas adéquates et que, par exemple, le fameux soutien aux enfants à défi était absolument déficient et qu'il fallait investir massivement là-dedans. À mes yeux, s'il ne livre pas la marchandise, entre autres là-dessus, sur les professionnels qui sont censés être à l'école, là, on le jugera sévèrement et on le pointera et on dira « haha, niaiseux ». Je suis peut-être trop prompt. Peut-être que vous êtes en train de vous caquifier, Fred. Ouh, je ne penserais pas. Non. Non, mais on a des raisons, raisons historiques d'être cyniques. Oui, voilà, j'ai 48 ans. S'il y a un avantage de vieillir, c'est de savoir qu'on s'est fait entuber longtemps avant. Alors, voilà. On verra bien. On reste vigilant. Fred, il y a donc 4 milliards dans l'éducation dans l'année qui se termine, 2019. C'est pas grand-chose comparé à 20 milliards qui vient de disparaître du potentiel de l'Alberta. Ah oui. Et ça, je voulais vous en parler aussi parce que c'était partout dans les médias et on en avait parlé ici aussi, le fameux projet Frontier, la plus grosse mine de sable bitumineux qui aurait pu nous pomper l'huile littéralement pendant 40 ans, alors que le Canada faisait des promesses de devenir carboneutre rapidement. Là. C'est Justin n'a pas eu à trancher. C'est ça qui est fou dans cette histoire-là. Oui. C'est la main invisible du marché qui a tranché à sa place. Oui. Mais ce qui est rigolo, je suis allé lire le National Post pour vous, Fred. Vous rendez-vous compte de tout ce que je vous porte comme amour. C'est incroyable. C'est une récupération politique massive qui a été dénoncée un peu partout. Ce que j'ai lu dans le Post, c'était que le Canada il n'y avait plus moyen au Canada de faire des projets de nation building. Donc, des projets fédérateurs au Canada, ce n'est plus possible maintenant. Pourquoi? Et ça me fait rigoler. Parce que les écologistes minoritaires et les Premières Nations ont trop de pouvoir. C'est surtout pas parce que la nation est elle-même disloquée. Non, voilà. Et là, on pourrait réfléchir sur vraiment c'est quoi le pouvoir de ces gens-là qui, comme vous disiez il n'y a pas si longtemps, Fred, n'ont pas d'eau dans leur réserve. Voilà. Donc, le pouvoir est limité quand tu as soif tout le temps. Oui. Hein? Oui. Tu ne peux pas avoir beaucoup de pouvoir. Non. Le fond de l'histoire, par contre, a été bien vulgarisé par beaucoup d'économistes. Le problème, c'est que le projet a été développé en 2010-2011, alors que le baril de pétrole était à 100 $ le baril, et qu'il est maintenant à 50-55 $ le baril, et que l'horizon moyen n'est pas intéressant. Si jamais le prix du baril se met à remonter, ben, il y a non seulement ce projet-là qui pourrait peut-être renaître, mais il y en a une vingtaine d'autres qui sont dans les cartons, et ça, c'est pas de l'idéologie, c'est simplement le marché qui attend son moment. Mais dans tout ça, il y a l'Alberta qui vraiment pousse des hauts cris, qui se sent complètement lésé, et qui est, Fred, pris avec ce que j'appelais dans le temps, alors que nous étions des amis plus jeunes, des junkies.
Oui. Et je parlais à l'époque du principe du junkie. Oui. Et j'en ai parlé bien avant Catherine Dorion. Oui. J'en ai parlé à l'époque, vous rappelez-vous du projet... de la ligne de coke avec le 3e lien, Oui. c'est ça? Okay. Le projet de casino de l'Auto-Québec à Pointe-Saint-Charles. Oui. Vous rappelez-vous de ça? Avec le Cirque du Soleil. Ouais, exactement. C'était la Liberté, ça, qui C'était proposait ça. exactement, dans un quartier défavorisé, d'aller installer un beau casino tout neuf. Un peu comme le Suroît aussi, des projets qui pouvaient pour certaines personnes sembler porteurs, en tout cas porteurs de milliards et d'investissements, et la population avait réagi dans le cas du Suroît et aussi dans le cas du casino. Et franchement, le casino à Pointe-Saint-Charles, ça semblait être une ciboire de mauvaise idée quand on sait quelle clientèle un casino attire. Et on se faisait accuser, le Québec se faisait accuser à l'époque de quoi? Vous rappelez-vous du mot? De ne plus être capable de faire de grands projets collectifs. Et le mot de l'époque, c'était l'immobilisme. Oui. On parlait de ça. On disait, on est coincé, il n'y a plus moyen de rien faire. Et on laissait tomber des projets qui... Et moi, je m'étais dit, attends une seconde. Si on est tellement rendu junkie, on est tellement dans marde, on est comme quelqu'un qui a une dépendance à une drogue et qui est au coin, malheureusement pour lui, de Sainte-Catherine et Berry à 4h30 du matin et qui se dit là, il faut que je trouve ce dont j'ai besoin maintenant. Il serait possible que ce que tu vas faire comme choix d'achat cette nuit-là, eh bien, ce soit un mauvais choix. Parce que tu en as juste trop besoin et tu es trop pressé. Et je voyais passer ces projets-là et je me disais, on n'a pas besoin de dire oui, c'est juste pas vrai. Oui. Et j'ai l'impression que l'Alberta, en ce moment, est un peu comme un junkie. L'Alberta, Fred, a les mains qui tremblent en ce moment et a besoin d'un fix. Mais c'est surtout Jason Kenney qui a les mains qui tremblent. Parce que des projets de transition énergétique, entre autres, ou de diversifier l'économie, il y en a. Oui. Moi, je suis pas là-bas, mais si tu lis un peu à gauche et à droite, tu entends les gens qui sont sur place. C'est vraiment le discours des politiques qui est déconnecté. Parce que les gens le savent en Alberta que les belles années du pétrole sont terminées. Là. On ne peut plus mais moi, je pense avoir 2% d'imposition avec 3 pick-up dans le cours, puis 4 roues, puis pas payer d'impôts, puis se dire que l'amende va tomber. Est-ce que je me trompe, Fred, ou c'était la semaine du budget en Alberta? C'était sûrement la semaine du budget, quoi. C'était ça, Fred. Et quand je vous dis que Jason Kenney avait les mains qui tremblaient, c'est parce qu'il y avait 7000 emplois qui lui pendaient au bout du nez et il se les a fait enlever la semaine. Il aurait bien aimé mieux passer de l'avant et laisser Justin choisir à sa place. Et là, c'est le marché qui a dit non. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, j'imagine vraiment l'Alberta sur son coin de rue et il y a quelqu'un qui dit « Hey, faites pas ça, les gars. Faites pas ça, scraper des immenses plaines pour un pétrole qui est un des plus chers au monde. Genre, attendez un peu. Vous ferez ça une autre fois. Un peu comme quelqu'un va dire, hey, achète pas ça, cette marde-là. Genre, son Ziploc, il est plein de poudre dégueulasse. Tu vas être malade pendant une semaine. Prends pas ça, le gros. Ça semblait... savoir de quoi tu parles. Non. Semblait faire des bons choix de consommation. J'ai eu la chance d'avoir des choix et d'avoir peu de dépendances puissantes. Par contre, là, je me dis, on fait la morale un peu à l'Alberta. Oui. On rit du fait qu'ils sont des junkies du développement économique par le pétrole, mais on est en bien mauvaise posture, Fred, parce que nous autres aussi, on est des junkies. Bon. On est des junkies de l'automobile. Oui. Et là, c'est moi qui vous dis ça. Et j'ai l'impression d'être moi-même, Fred, en train de vivre ce que vous avez vécu avec l'alcool il y a quelques années. Je suis en train de me choisir sur le plan de la dépendance à la voiture. C'est George Bush qui disait America is addicted to oil. C'était la notion d'addiction. Mais on ne peut pas blâmer l'Alberta de tout miser sur le pétrole quand vous sortez de votre maison, Fred, quand vous sortez de votre maison et que la seule option de déplacement que vous êtes capable d'entrevoir, c'est la voiture. Vous êtes dépendant. Et donc, évidemment, je vais faire mon smart. Quand moi, je sors de la maison, maintenant, je n'ai plus de voiture. J'ai la marche, le vélo, le métro, parce que j'ai choisi une maison à cet endroit-là pour être capable de le faire. Et au bout de la ligne, si jamais je dois prendre une auto, j'en prends une parce que je prends comme une auto. Voilà. Et ça fonctionne. Notre partenaire. Et voilà. Mais donc, je me vois comme quelqu'un qui s'est choisi sur le plan du transport. Et je me dis, si on veut vraiment faire la morale à l'Alberta ou porter un jugement, après ça, se retourner vers notre grand projet à nous, GNL Québec. C'est pas notre projet à nous. Là. C'est le projet du gouvernement. À voir comment la CAQ était tellement fière de ce projet-là, Fred. Oui, mais c'est pas à nous. Est-ce que vous avez entendu Legault parler de... Oui. Il est en train de ralentir un petit peu. Tout à fait. Vous l'avez senti? Oui. Eh bien, la chose la plus importante, la plus intéressante que j'ai entendue, c'est une entrevue Marc Urbain-Proulx à Midi Info, aujourd'hui, mercredi, qui faisait, je trouvais, il me faisait penser à vous, Simon. Il s'élevait au-dessus du débat et puis il ne tranchait pas. Lui, il faisait juste réfléchir. Il se disait, si jamais on laisse tomber tous ces grands projets-là,
qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on peut conserver nos équipements dans un contexte de décroissance démographique? Alors, la question que va se poser, M. Auger, si on est contre les grands projets, il se peut que les grands projets, plusieurs, soient trop polluants, trop comme ci ou trop comme ça. Il se peut qu'on soit contre. Moi, je serais assez d'accord que la population, si c'est la population, si on fait l'acceptabilité sociale de manière correcte, puis si les gens disent on n'en veut plus de grands projets, ben, il va falloir se poser la question sur la décroissance régionale. Alors, si on accepte la décroissance, il va falloir vivre avec. Ça veut dire que nos villes ne grossiront plus. Il va falloir fermer des cégeps, fermer des écoles secondaires, fermer des hôpitaux éventuellement. Pour le moment, ça va, parce que la population est vieillissante. On a besoin des hôpitaux, mais éventuellement, on va en fermer. Et puis, bon, ben, ça se gère, la décroissance, mais encore faut-il que nos gestionnaires puis nos élus acceptent la décroissance. Ben moi, je dirais qu'il faut que la population en premier l'accepte. Après ça, les élus vont suivre. Ouais, comme, mais comme si on écrit des livres là-dessus puis qu'on en parle, oui. ça va peut-être finir par faire Tout un à petit bout de chemin. Tout à fait. Et voilà, mon cher. Merci, Godefroy Lorando, pour cette autre excellente chronique qui suscitera sûrement de vastes discussions sur notre page Facebook. Alors voilà, petit épisode cette semaine, peut-être. Je sais pas. C'est dur à dire. Quand on va ramener tous les morceaux ensemble. Oui, ouais, alors... à la fin, dans David et Goliath, vous savez qui gagne, hein? Oui. Bon, voilà. Alors, Simon Jaudoin, Godefroy Lorando, merci pour ces excellentes chroniques. On remercie Patrice Dubois et Alexandre Castonguay. On va aller voir la pièce Courir l'Amérique. Nous, on va courir le Québec bientôt avec cette balado. On remercie toujours notre partenaire Communauté. On l'a pas beaucoup fait parce qu'on n'est pas beaucoup sortis. Là, on va le faire. On va aller en Gaspésie, on va aller à Bécomo, on va aller à Sainte-Camille bientôt. Et on va aller au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean à Saguenay pour le Festival Regard, ouais. Donc, on va être beaucoup en mouvement. Merci d'être là, de nous écouter, de réagir sur la page Facebook. Alors voilà, c'est la fin de ce 19e épisode de la saison 2. On se retrouve la semaine prochaine.